Alors, Koué, bonjour. Alors, je vais parler un petit peu brièvement de ma démarche avant d'aller dans le vif du sujet. Alors, moi, je suis originaire de l'Abitibi et j'ai fréquenté le système scolaire québécois de la maternelle jusqu'à la fin de mes études secondaires. Et comme l'animatrice en a fait mention, je suis d'appartenance Cri et algonquine. Et ma mère, c'est une ancienne élève des écoles résidentielles des pensionnats indiens. Et à l'époque, quand ma mère a épousé mon père, à l'époque, j'avais à peine 2 ans, ma mère, les femmes autochtones perdaient leur statut indien et elles devenaient des Québécoises ou des Canadiennes. Alors, c'est un peu dans ce contexte-là que j'ai grandi et que j'ai évolué en tant que femme des Premières Nations. Et ça a eu une grande influence aussi sur mon parcours dans les années qui ont suivi. Alors, je suis une enseignante de formation, mais je n'ai pas pratiqué ce métier et je vais vous expliquer un petit peu plus tard les raisons pour lesquelles je ne suis pas allée enseigner. Je me suis beaucoup impliquée depuis les 15 dernières années dans l'éducation des Premières Nations et je suis, dans ma famille, la première génération d'enfants qui n'ont pas appris la langue autochtone. Alors, nous, à la maison, ma mère ne nous parlait pas dans sa langue anishinaabe, bien que c'était sa langue première. Elle ne s'adressait seulement qu'à nous en français, parce que, bon, c'était une règle implicite à la maison qu'on devait parler le français pour réussir dans la vie, et les discours aussi autour des langues autochtones dans les années 70, ce n'était pas de ce qui était de plus valorisant. Alors, dans ma vie, je n'ai jamais eu l'occasion aussi d'avoir une vraie conversation avec mon grand-père, qui était algonquin. Lui ne parlait pas du tout français, il parlait seulement l'algonquin et l'anglais, parce qu'à Sainte-Terre, il y a de ça 100 ans, la compagnie de la baie du Tson s'est instaurée à Sainte-Terre pour le commerce des fourrures. Alors lui, c'était l'anglais, la deuxième langue qu'il utilisait. Donc, c'était impossible pour moi et mon grand-père de communiquer ensemble. Alors, on se disait seulement quelques petits mots en anglais. Et avec les années et le recul, j'ai vu à quel point ça a eu un impact sur ma vie, sur mon parcours aussi, que je vais vous présenter. Et aujourd'hui, je comprends pleinement la portée et l'impact de ces discours-là négatifs par rapport aux langues autochtones il y a de cela presque plus de 40 ans. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse que l'année 2019 soit l'année internationale des langues autochtones parce qu'on a beaucoup de rattrapage à faire dans le monde de l'éducation. Et personnellement aussi, je ressens une responsabilité personnelle de rétablir ce lien, un lien qui date des milliers d'années avec la langue de mes ancêtres. Alors, comme femme des Premières Nations, qui intervient dans le domaine de l'éducation, j'ai eu à faire une réflexion dans les dernières années par rapport à quelle pourrait être ma contribution à l'avancement des langues autochtones dans le domaine de l'éducation. Parce que je ne pouvais plus continuer à avancer en croisant les bras et en ne faisant rien pour cette cause-là qui est si importante. Alors, même si je n'ai pas appris la langue anishinaabe en bas âge, je réapprends la langue. Ça fait maintenant à peu près 2 ans que je suis de façon un peu plus intensive dans l'apprentissage de la langue anishinaabe avec des amis et des gens de mon entourage et bien évidemment aussi ma mère. Un des points tournants qui m'a amené dans mon parcours académique à prendre conscience à quel point je me retrouvais dans un système eurocentré. C'était il y a de cela une vingtaine d'années, au moment où j'ai commencé ma formation d'enseignante. Parce qu'à cette époque-là, c'était clair pour moi que j'avais envie d'être une enseignante. Être une enseignante dans les communautés autochtones. À cette époque-là, il y a 25 ans de ça, j'étais très naïve. Parce que je croyais que le fait d'être autochtone et de vouloir d'être enseignante, ça venait avec un clé en main, avec un programme. Cette approche-là avec les Autochtones, il faut dire que c'était aussi le premier contact avec l'éducation et ça a forcément amené un rapport à l'éducation assez particulier. Alors aujourd'hui, on doit en tenir compte quand on travaille dans ce contexte-là. Et on sait que l'impact des pensionnats au niveau des séquelles intergénérationnelles est important, mais aussi
ça a amené des conséquences assez importantes au niveau des compétences linguistiques, parce que ça a empêché la transmission des langues autochtones d'une génération à l'autre, comme je vous en ai parlé tout à l'heure par rapport à mon propre vécu, mais ça a amené aussi une perte globale des compétences linguistiques. Alors, si on examine les relevés scolaires que vous avez sur ma diapositive, en fait, c'est que moi, je me suis intéressée à la façon comment, à l'époque des pensionnats, comment on consignait les compétences langagières des enfants dans le bulletin scolaire. Alors, j'ai commandé le bulletin scolaire de ma mère de l'année préparatoire jusqu'à la fin de son secondaire, et on voit vraiment que on ne tenait pas compte du fait que le français ou l'anglais était une deuxième ou une troisième langue, si ce n'était pas une quatrième. Alors, déjà, les langues autochtones n'existent pas dans les compétences des élèves. Et aujourd'hui encore, quand on regarde, quand on apprécie le relevé ou l'évolution des compétences des élèves formellement par le ministère de l'Éducation, c'est de la même façon qu'ils tiennent compte du répertoire de langue, comme si le français ou l'anglais, les langues officielles au Canada, étaient la seule et unique façon de reconnaître une compétence linguistique auprès des élèves. Alors, je tenais à le soulever parce que c'est quand même quelque chose qui saute aux yeux quand on regarde les papiers. Et moi, ça me donne toujours des frissons dans le dos juste à penser qu'on s'adressait à des petits êtres qui ne pensaient même pas en français et qu'on fait ce genre de traitement-là. Alors, on sait aussi qu'au Québec, la plupart des institutions scolaires aujourd'hui sont encore appelées, je parle de la plupart des institutions scolaires dans les communautés, sont encore appelées à rencontrer les attentes du ministère de l'Éducation pour recevoir le financement en matière d'éducation, parce qu'on sait qu'au sens de la loi sur les Indiens, c'est le gouvernement fédéral qui est responsable de l'éducation des Indiens qui vivent au sein des communautés. Alors, la politique fédérale du ministère des Affaires autochtones met l'accent sur les normes provinciales, ce qui laisse peu de place aux écoles pour refléter l'histoire et la culture des Premières Nations. La langue de scolarisation dans ces endroits, c'est l'anglais ou le français. Parfois aussi, la langue autochtone va servir de langue d'enseignement dans les premières années de la scolarisation, mais ce n'est pas le cas pour toutes les communautés. Mais pour l'élève autochtone qui est issu d'une culture orale, l'apprentissage de l'écrit est extrêmement exigeant. Et souvent, on n'a pas toujours les outils pour amener les enfants autochtones à faire une transition au niveau des langues. Et l'approche qui est préconisée, on parle d'une approche par submersion parce que les enfants qui vont fréquenter ces écoles, que ce soit les écoles en ville ou même au sein de la communauté, on parle d'une approche par submersion, c'est-à-dire que les enfants qui fréquentent les écoles sont intégrés avec ceux ayant la langue de scolarisation comme langue première. Alors, les enseignants et moi-même, j'ai été formée pour enseigner le français sans égard au fait que les enfants apprennent une ou plusieurs langues autochtones dans leur milieu. Alors, vous comprendrez que ce genre d'approche-là amène beaucoup de frustration chez les enfants parce qu'ils ne se font pas toujours comprendre de la part de l'enseignant et l'enseignant souvent ne comprend pas, n'a pas les rudiments des langues autochtones pour être capable de bien faire son travail. Dans les communautés aussi, les langues autochtones sont enseignées. Il y a souvent de très belles initiatives, mais on en parle souvent en marge du programme scolaire, du curriculum scolaire. Alors, les savoirs enseignés ne sont pas reconnus dans le programme et ça, c'est dommage parce qu'il y aurait tellement de belles opportunités à exploiter. Il y a aussi très peu de matériel didactique et de formation adéquate pour ces enseignants. Et comme je l'ai dit, les acquis langagiers des élèves dans la langue autochtone ne sont pas reconnus de manière officielle par le ministère de l'Éducation. On sait qu'au Québec et ailleurs aussi au Canada, la réussite scolaire est un enjeu important. On a tendance à persister à dire que ces enfants-là ont un retard par rapport à une norme attendue par le ministère de l'Éducation, mais on ne parle pas de leur répertoire de langue, on ne parle pas du fait que ces enfants-là peuvent parler entre 2 et 4 langues parfois. Alors, souvent, ce regard-là est très limité parce qu'on n'a pas un regard juste sur le profil langagier des élèves.
Et pour le tiers des élèves environ, des élèves autochtones qui fréquentent le système scolaire n'ont pas le français ou l'anglais comme langue première. Et pour les autres élèves qui ont le français ou l'anglais comme langue première, c'est souvent une variation du français que ces enfants-là vont utiliser. Donc, ce n'est pas un français standard, c'est un français qui est beaucoup influencé par les langues algonquiennes sur le plan de la phonologie, entre autres choses. Et cet écart-là entre la variation du français et le français standard, ça l'amène aussi certains défis pour les enfants et les enseignants quand ils ont à travailler avec la langue de scolarisation. Alors, cette variation-là du français standard, c'est un phénomène qui a été documenté assez récemment, mais aussi un phénomène similaire qui se produit dans le monde avec d'autres peuples autochtones. On parle de l'anglais qui est influencé par les dialectes autochtones. Alors, souvent, les recherches en milieu autochtone, en éducation, vont mettre l'accent beaucoup sur la réussite et sur la langue de scolarisation, mais on en a encore très peu qui vont aborder les connaissances des élèves dans la langue autochtone. On en a, mais il n'y en a pas assez suffisamment. Et cette approche-là aussi contribue à reproduire des relations de pouvoir dans l'espace scolaire par une approche monolingue et à donner à ces institutions le pouvoir de discriminer certaines catégories d'élèves qui ne correspondent pas à une norme établie par la société. Parce qu'on sait que la langue de scolarisation, c'est une norme et il y a tout aussi les comportements sociaux qui sont valorisés par l'école qui viennent avec cette norme-là. Alors, les évaluations des élèves aussi autochtones sont souvent effectuées en français par les orthophonistes, par des orthopédagogues. Et il y a une chercheure en Saskatchewan qui a beaucoup examiné les pratiques des écoles provinciales où on retrouvait une proportion élevée d'élèves autochtones dans des programmes de rééducation du langage et de la parole. Et ce qu'elle a fait ressortir de son étude, c'est que les écoles et le système d'éducation générale exercent des pratiques linguistiquement oppressives à l'égard des enfants en raison du manque de connaissances de ces professionnels-là, des gens en autorité, des propriétés des langues autochtones et de leur influence aussi sur le développement langagier des enfants. Alors pour elle, l'absence formelle d'enseignement explicite pour amener les élèves à s'approprier les différences entre ces variétés-là, c'est un droit, c'est une omission ou un déni de leur droit fondamental à recevoir un enseignement dans leur langue maternelle et ce qui contribue à une discrimination systémique. Alors, dans le milieu de l'éducation, il y a souvent des idées fausses au sujet des langues qui vont affecter les élèves de plusieurs façons et qui vont peut-être aussi les mener jusqu'au décrochage. Cette stigmatisation des variétés linguistiques non standards des langues d'enseignement est perçue comme une déviante du français ou de l'anglais et je pense que ce discours-là, on doit le changer parce que ça amène une attitude d'intolérance qui devient problématique par rapport à des individus qui sont mal informés et qui prennent des décisions importantes aussi sur l'avenir des enfants des Premières Nations. Les langues autochtones et l'éducation, depuis l'achèvement de l'époque des pensionnats au Québec, on sait que la Fraternité des Indiens du Canada, qui est aujourd'hui devenue l'Assemblée des Premières Nations, a adopté une déclaration de principe qui exposait la volonté des Premières Nations de prendre en charge leur éducation au niveau de la gestion, mais aussi des langues autochtones. À cette époque, on voulait que les programmes reflètent mieux les perspectives autochtones, l'histoire, la réalité et la langue, mais je vous dirais qu'aujourd'hui, cette déclaration en 2019 demeure toujours d'actualité parce que souvent, les communautés n'ont pas toujours les expertises et les ressources financières pour concrétiser cette vision. Parce qu'on parle de matériel didactique, de ressources aussi compétentes pour enseigner les langues autochtones, c'est toujours un défi pour les enseignants de maintenir et de continuer à développer du matériel par des enseignants qui doivent déjà enseigner les langues elles-mêmes. Alors, le corpus écrit est très limité et aussi pour certaines communautés, par exemple, comme le peuple Anishinaabe, il n'y a pas encore à ce jour d'orthographe standardisée et ça aussi, ça complexifie et l'enseignement et l'apprentissage des langues parce que le matériel existant est toujours à refaire selon les individus qui sont engagés pour enseigner les langues.
Même si les langues autochtones sont enseignées dans les écoles aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est important de préciser qu'il n'y a pas nécessairement de stratégies évaluatives qui sont mises en place pour que les écoles puissent valoriser les deux langues des élèves. C'est souvent la langue de l'école qui est mise en valeur au détriment des langues autochtones. Par contre, si on regarde le ministère de l'Éducation dans sa politique des langues, j'ai essayé de voir de quelle façon que le ministère pourrait reconnaître cette compétence et j'ai vu que dans sa politique d'intégration, excusez, là, je ne suis pas dans la bonne diapositive, dans sa politique d'intégration scolaire et d'éducation interculturelle qu'ils ont élaborée en 1998, c'est au seul endroit où on pense peut-être examiner la possibilité de reconnaître des acquis en langue autochtone pour les élèves des communautés autochtones, mais seulement au second cycle du secondaire. À ce jour, je n'ai pas vu, en tout cas dans les écrits du ministère, des écrits qui permettent d'aller plus loin que cet énoncé-là. Et on sait aussi qu'à l'aube d'une loi au Canada pour protéger les langues autochtones, la question qu'on peut se poser, c'est quelle place la société québécoise et canadienne est-elle prête à accorder aux langues autochtones, non seulement dans l'espace public, mais aussi plus précisément en éducation. S'il est possible d'apprendre une langue tierce, comme l'espagnol, au sein de notre système scolaire à partir du deuxième cycle du secondaire, est-ce qu'un jour on peut penser que les compétences des élèves autochtones dans leur langue ancestrale pourraient être reconnues officiellement par le ministère de l'Éducation? Au même titre que l'apprentissage d'une langue étrangère, la familiarisation à une langue autochtone amènerait aussi l'élève à entrer en contact avec des réalités culturelles différentes, à développer une attitude d'ouverture, même si les langues autochtones n'ont pas le statut officiel. Et aussi, ça permettrait, je pense, d'édifier ou de déconstruire des représentations stéréotypées à l'égard des Autochtones, bien plus que de seulement valoriser la culture dans les écoles provinciales en mettant, par exemple, un capteur d'oreille ou un tipi dans la cour d'école une journée par année. Alors, apprendre les langues, c'est aussi d'apprendre la vision du monde et je pense que c'est pour cette raison-là qu'on doit aller plus loin. Mais il y a certains enjeux en éducation qui méritent d'être reconnus. Parce qu'on sait que l'enseignement des langues autochtones et de la langue de scolarisation auprès des élèves, c'est vraiment une problématique qui est complexe et qui est souvent aussi passée sous silence, malgré l'influence majeure qu'elle a sur le cheminement scolaire des élèves. Moi, je pense qu'il y a des améliorations à faire pour contrer cet état de fait-là, et notamment au niveau de la formation des futurs enseignants. On sait que les enseignants, les orthophonistes et les professionnels auraient avantage à se familiariser au monde autochtone, mais aussi à développer des connaissances élémentaires en langue autochtone. Par exemple, à être sensibilisé à la notion de dialecte, à la notion de variation, et que ces variations-là sont façonnées en fonction des facteurs géographiques, socio-économiques et ethniques. Mais le défi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas de susciter l'ouverture à l'inclusion, mais plutôt celui d'assurer une ouverture à l'inclusion d'une éducation appropriée et éthiquement menée par les Autochtones, ce qui veut dire complètement autre chose. Et que cette éducation-là aussi devienne consciente des défis systémiques pour vaincre l'eurocentrisme et l'intolérance, comme j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, à l'égard des variations du français que les élèves utilisent. Parce que j'ai entendu des histoires de personnes où, justement, qui ont été témoins que des élèves autochtones parlaient un français non standard et des commentaires d'enseignants aussi qui contribuent à stigmatiser ces élèves plutôt que d'amener à comprendre l'origine, justement, de ces variétés linguistiques. Alors, le défi pour les éducateurs, c'est vraiment d'entamer une réflexion critique sur le système d'éducation actuel. Quels savoirs sont enseignés, leur provenance, qui décide de ces savoirs et surtout, quels résultats sont récompensés et qui en bénéficie surtout. Alors, ce n'est peut-être pas toujours les Autochtones au bout du compte qui en bénéficient, mais peut-être plus une société centrée sur la consommation. Mais une des clés, je crois, pour concevoir une éducation significative, et c'est ce que Marie-Baptiste aussi fait ressortir beaucoup dans ses écrits,
c'est celle de commencer par confronter les standards cachés dans les programmes scolaires par rapport à l'impérialisme linguistique et culturel. Mais comment peut-on décoloniser l'éducation actuellement? Je pense que c'est... Alors, pour décoloniser l'éducation, je pense que, dans un premier temps, décoloniser cette institution, c'est vraiment celle d'envisager une démarche de réflexion sur les impacts de la colonisation chez les peuples autochtones. Par exemple, l'exclusion des savoirs et des langues autochtones dans le système scolaire, parce qu'aujourd'hui, l'école est toujours perçue comme un lieu d'exclusion et aussi d'imposition des savoirs occidentaux. Il y a certaines provinces qui ont entamé le travail de compréhension sur l'importance de l'inclusion, de la diversité culturelle, mais c'est un peu fait à toutes les sauces, parce qu'il y a plusieurs institutions qui n'ont pas encore pleinement saisi le cœur des enjeux de ce qu'est une éducation inclusive par rapport aux Autochtones. Et Carole Lévesque, justement, dans un de ses écrits, soulevait que les enfants autochtones, ce n'est pas une clientèle parmi d'autres groupes ethnoculturels, comme par exemple les enfants immigrants ou issus de l'immigration. Ce sont des enfants qui appartiennent au territoire où ils sont nés, et le fait de reconnaître cette particularité fait en sorte aussi que des changements et des aménagements doivent être faits pour changer la façon que l'histoire, elle est racontée aussi. Donc, l'intégration des langues, ça l'amène aussi toute une autre façon de voir le vécu des peuples autochtones dans notre programme scolaire. La décolonisation aussi, je pense, elle implique le fait que la société québécoise doit vraiment reconnaître la légitimité de l'apprentissage des langues autochtones pour que ces enfants-là puissent faire cet apprentissage de façon harmonieuse. Parce qu'encore aujourd'hui, l'approche d'enseignement des langues qui est utilisée avec les enfants, ce sont les meilleurs ingrédients pour développer chez eux l'insécurité linguistique. Et ça a vraiment des impacts aussi sur le développement de la littératie. Et on sait que dans la Déclaration des droits sur les peuples autochtones, l'article 14 précise que les enfants ont le droit d'accéder à un enseignement dispensé dans leur propre langue et selon leur propre culture. Et ça inclut les enfants aussi qui vivent à l'extérieur des communautés, ce qui implique donc un enseignement formel et explicite pour amener les élèves à s'approprier les différentes langues qu'ils utilisent à tous les jours. Et l'école aussi, je pense qu'elle doit reconnaître que ces élèves, la plupart des élèves ont des compétences partielles, c'est-à-dire des compétences incomplètes qui existent parfois dans plus d'une langue. Et que ces compétences partielles doivent être valorisées par l'institution et que les écoles ont besoin de mécanismes appropriés pour développer et reconnaître le potentiel des élèves et surtout aussi d'avoir un profil juste des langues qu'ils utilisent. Et évidemment aussi de mener des interventions appropriées auprès de ces enfants. D'ailleurs, la recherche montre que la reconnaissance d'une compétence plurilingue chez les élèves amène de nombreux avantages. Certainement d'avoir un profil langagier plus juste, mais aussi de créer des environnements d'apprentissage qui sont sécurisants pour les élèves parce que ça les amène à ne plus avoir peur de commettre des erreurs. Et je peux vous dire que je l'ai observé dans le travail que j'ai fait avec les enfants et j'ai été très impressionnée de ça. Et au début, ils ne voulaient pas essayer de prononcer ou de dire des mots dans leur langue et à la fin, c'était vraiment un changement assez impressionnant. Et aussi, le fait de favoriser des approches bilingues, ça favorise le transfert des habiletés d'une langue à l'autre parce qu'on autorise des allers-retours cognitifs dans la façon, dans les contenus qui sont enseignés. Et le développement d'attitudes positives par rapport à la curiosité aussi d'apprendre d'autres langues. Alors, dans mon travail, dans ma recherche doctorale,
c'est ce que j'ai mis à l'essai et j'étais un petit peu sceptique par rapport à ce que la recherche disait parce que je ne l'avais pas vécu, mais maintenant que j'ai cette expérience-là, je peux vous dire que c'est quelque chose de vraiment intéressant. En cette année internationale des langues autochtones, et je conclurai avec ça, on sait qu'avec une loi qui vient très bientôt, en tout cas on le souhaite, sur la protection des langues autochtones et aussi à la lumière des appels de la Commission de vérité et réconciliation, il y a plusieurs appels qui interviennent, qui interpellent les éducateurs. Mais je pense aussi que ça implique que les écoles soient préparées à répondre aux besoins des élèves en matière d'enseignement des langues autochtones. Et je crois que c'est le travail, en tout cas, que j'aimerais faire dans le milieu académique, parce que pour moi, l'inclusion, ça ne peut pas faire abstraction des langues autochtones. Dans le passé, on sait que l'éducation a servi d'instrument pour tenter d'éliminer les cultures autochtones, mais je crois qu'aujourd'hui, l'éducation doit servir à réparer les torts causés si on veut vraiment se diriger vers une éducation plus équitable et aussi éventuellement vers la réconciliation. Merci beaucoup. Miigwech.